conférence, la 5e de l'année universitaire en cours, organisée par notre association, l'Association des chercheurs de l'université Panthéon, Assas, et intitulée « La question de la normativité chez Jean-Jacques Rousseau ». Après avoir accueilli Ninon Maillard et Nathalie Gouedet lors de la précédente conférence Sensible droit, qui nous a particulièrement intéressés et plu par son originalité et son approche subtile sur le lien entre l'art et le droit, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Johanna Laine Cornuez et Alexandre Viala, qui ont étudié la pensée de Rousseau sous le prisme de la norme juridique, politique, sociale, sociologique et même religieuse avec Jean-Jacques Rousseau. Chère Johanna Laine Cornuez, vous êtes chercheuse associée à la Sorbonne Université, ou Sorbonne Nouvelle, chargée de cours à l'Université de Lorraine et professeure agrégée de philosophie dans le secondaire, et vous allez intervenir, et nous sommes vraiment ravis de vous recevoir, sur le thème suivant: la norme immanente du droit politique et la résistance à l'injustice. Chère Johanna. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. Alors, écoutez, donc, dans le contrat social, Rousseau substitue la norme du droit politique à celle du droit naturel. Je voudrais cependant montrer dans cette communication que la position de Rousseau n'est assimilable ni au positivisme, ni à un pur procéduralisme. La norme de justice immanente du contrat social produit une norme externe à tout ordre établi, permettant d'évaluer la justice des sociétés. Le consentement à l'ordre social n'est légitime qu'à la condition d'une réciprocité réelle. Ainsi, la limite du consentement se situe là où ce qui est perdu ne peut pas être compensé ni restitué sous une autre forme. On verra que les droits de l'humanité peuvent alors être définis comme les droits inaliénables de tout individu, à savoir le droit à la vie et à la jouissance d'une égale liberté. Alors, dans un premier temps, je montrerai rapidement comment Rousseau passe, disons, du droit naturel à la norme immanente du droit politique. Dans un second temps, je définirai les droits de l'humanité, tels qu'il les entend. Et dans un troisième temps, je parlerai de la résistance au dépouillement des droits inaliénables des individus. Et enfin, j'évoquerai, disons, deux formes de résistance à l'injustice envisagées par Rousseau. Alors donc d'abord, le passage du droit naturel à la norme immanente du droit politique. Rousseau accuse ce qu'il appelle la méthode justnaturaliste d'être, je cite, la plus favorable au tyran. Il y a de quoi surprendre. Le justnaturalisme servirait d'instrument politique de justification de l'ordre établi par une loi naturelle qui serait, disons, sa caution morale transcendante et absolue. Le droit naturel permettrait, aux yeux de Rousseau, la légitimation abusive de rapports de domination. Mais Rousseau n'abandonne pas pour autant le concept de droit naturel. Sous le coup de sa critique, de la critique du naturalisme, les droits naturels sont, disons, transposés en droit de l'humanité, paradoxalement postérieurs au droit positif et permettant de concevoir un droit de résistance à toute forme de domination. Alors, sans revenir sur les multiples aspects sous lesquels Rousseau rompt avec l'école du droit naturel moderne, je défends ici l'idée que la cohérence de la position rousseauiste peut être rétablie en dissociant deux plans de l'argumentation à la fois concomitants, liés et distincts. Du point de vue du droit politique, le consentement à l'autorité
en vertu de droits naturels préexistants que celui-ci serait supposé garantir, n'est pas, selon Rousseau, le fondement de la société bien ordonnée. En ce sens, la solution rousseauiste consiste à éluder toute mention du droit naturel pour ne plus reposer que sur l'immanence du contrat. La volonté générale, en ce qu'elle suppose la stricte réciprocité du pacte et l'égalité des droits et des devoirs à laquelle tous promettent de s'obliger, c'est l'unique fondement de la communauté politique légitime. L'obligation ne saurait être naturelle pour Rousseau parce qu'elle suppose d'une part le contrat social et la garantie politique de la réciprocité des limites imposées à la volonté de chacun, d'autre part la conscience de ce qui engage chacun dans une totalité et nous rend redevables les uns à l'égard des autres. Cependant, cette thèse ne justifie pas que l'on fasse de Rousseau un pur procéduraliste. La volonté du peuple, exprimée dans un vote majoritaire, ne la rend pas pour autant nécessairement juste. A fortiori, Rousseau ne saurait être considéré comme un simple positiviste. La conception de droit inhérent à tout individu est requise pour penser les abus de pouvoir et les décisions injustes dans une société républicaine, telle que Genève par exemple. Cette conception est également requise pour justifier la résistance à l'intolérable dans une société politiquement illégitime, telle que la France d'Ancien Régime. Alors, en théorie, la rectitude de la volonté générale garantit que les citoyens vivent libres et égaux sous la protection des lois. Mais en pratique, aucun peuple ne dispose de garanties absolues, compte tenu notamment des difficultés d'établir les conditions, disons, drastiques de vote énoncées par Rousseau. Le caractère drastique de ces conditions, vote sans faction, sans rhétorique, vertu des citoyens, etc., ce caractère drastique des conditions est de plus en plus patent aux livres 3 et 4 du contrat social, si bien que le pessimisme historique semble de mise. Ainsi, lorsque le peuple est radicalement menacé par un pouvoir autoritaire, le bien commun se resserre sur, disons, un socle minimal de droits inhérents à notre condition humaine, à savoir le droit de chacun de pourvoir à ses besoins et de jouir d'une égale liberté, ce qui explicite ainsi ce qui est nécessairement, disons, compris dans la définition de la volonté générale. Alors je passe donc à mon second point, les droits de l'humanité, au sein de sociétés injustement établies ou corrompues. Les droits de l'humanité désignent ce dont un être humain ou un peuple ne peut pas avoir consenti à se dépouiller, quand bien même dans les faits, celui-ci semblerait avoir donné son accord. Le consentement suppose la conscience des limites de l'acceptable et cherche à cerner le point de bascule justifiant une opposition des individus au pouvoir en place. Le consentement légitime ne peut advenir qu'en vertu de la garantie des droits de l'humanité. En théorie, cette garantie est inhérente aux institutions républicaines. En principe, les abus du gouvernement et son effort continuel, nous dit Rousseau, pour usurper la souveraineté du peuple, l'absence également de vertus civiques des individus des sociétés modernes, ainsi que les inégalités réelles et matérielles au sein du peuple, tout cela vient fissurer le pacte. Que ce soit du point de vue moral ou politique, un unique principe de justice doit être à l'œuvre. Ce principe exige le respect de l'égalité des libertés et la possibilité pour chacun de pourvoir aux besoins communs à tout être humain. Les droits de l'humanité désignent donc, me semble-t-il, le point limite qui justifie la dénonciation d'abus du gouvernement
ou le point de résistance face aux inégalités qui menacent d'abolir les conditions de réciprocité au fondement du contrat et de faire basculer la société dans l'injustice. Ce point de basculement n'a rien de psychologique ou de relatif, sans être pour autant transcendant. Les droits de l'humanité désignent négativement ce à quoi tout être humain ne saurait renoncer sans que les conditions de l'égalité des droits ne soient abolies, et ils désignent positivement ce qui doit à minima être garanti au sein de toute société, quelle qu'elle soit. Cela ne signifie pas que la société politique doit s'en tenir à la seule protection de ses droits, disons, fondamentaux, mais cela signifie qu'il s'agit d'une condition sine qua non de tout consentement à l'autorité politique. Les droits de l'humanité offrent un principe de résistance universelle à toute légitimation d'un rapport ou d'une condition sociale qui menacerait la liberté et la dignité d'un individu ou d'un groupe, même si certains pourraient en apparence y avoir consenti. Pour Rousseau, le droit naturel est incapable de fournir la norme de justice des sociétés humaines. Il apparaît bien plutôt comme un oxymore. Il n'y a de droit au sens véritable du terme que s'il est l'expression de volontés humaines et positivement garanti par un contrat social. On ne saurait trouver dans la nature humaine ni norme transcendante, ni prescription divine, ni exigence d'accomplissement de sa perfection. En ce sens, il faut bien accorder que selon Rousseau, et comme l'a montré notamment Léo-Strauss, il devenait, je cite, nécessaire d'abandonner toute tentative de trouver le fondement du droit dans la nature. Le contrat social substitue la norme immanente du droit politique à celle transcendante du droit naturel. La nature de la loi civile, générale dans son objet et expression de la volonté du peuple, cette nature de la loi civile est à elle-même la garantie de sa légitimité et permet ainsi de se passer de toute référence à la loi naturelle. C'est de la nature interne du droit politique, de la résolution, comme dit Rousseau, du problème d'une association sans renoncement à la liberté. C'est de cette nature interne du droit politique que peut être déduite la Constitution qui rend légitime le contrat. Le peuple souverain se donne à lui-même ses lois. Il faut cependant noter que ce qui fait la possibilité du juste contenu de la loi exprimée par la volonté générale réside dans ce que les volontés de chacun ont, nous dit Rousseau, de commun et renvoie à l'intérêt commun qui préside originellement au contrat. Dès le discours sur l'économie politique, qui date de 1755, l'État, nous dit Rousseau, l'État légitime ou populaire garantit les droits de l'humanité, c'est-à-dire les droits d'êtres humains définis par leur désir de se conserver et par leur liberté. En réponse au contexte genevois et à l'adoption de lois fiscales qui avaient pour but de taxer les biens de première nécessité et d'épargner le luxe, Rousseau énonce, nous dit-il, une importante distinction. D'un côté, la taxation de biens nécessaires à tous est illégitime. Le peuple ne saurait avoir d'intérêt commun à empêcher l'accès à de tels biens. D'un autre côté, le consentement du peuple peut être présumé dans toute mesure qui touche à la limitation des biens exclusifs et des inégalités. Ainsi, un principe de justice immanent à la rectitude de la volonté générale visant le bien commun, un principe de justice peut être tiré de celle-ci afin d'évaluer la justice de certaines lois, quand bien même ces dernières émaneraient d'institutions républicaines. Toute mesure qui favorise les écarts de richesse ou qui dépouille les pauvres de leur droit fondamental à l'existence est inutile.
De même, l'État doit à ses membres, nous dit Rousseau, la protection de leur vie. Nul ne saurait être sacrifié. Que le droit politique n'ait pas besoin, pour être légitime, de se fonder sur un ordre naturel qui lui serait extérieur et supérieur, cela ne signifie pas pour autant qu'aucune norme ne peut juger la légitimité et la justice du droit établi. La légitimité des lois positives repose sur leur source, la volonté générale, et sur leur objet, le peuple dans son ensemble. Ce qui garantit la justice de la société et l'égalité des libertés conventionnelles. Chacun ne consent à s'unir que si les conditions de l'accord sont égales pour tous et si cet accord libère de tout rapport de domination des uns vis-à-vis des autres. En théorie, la rectitude naturelle de la volonté générale suffit à garantir ce principe de justice. Mais en pratique, tant les abus du gouvernement que les inégalités sociales et économiques viennent constamment menacer l'ordre social établi, de sombrer dans l'injustice. Le contrat social n'oublie pas, le contrat social de Rousseau n'oublie pas les leçons du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Définir ce qui doit être ne signifie pas verser dans l'utopie, mais fournir un étalon de mesure de la justice des sociétés existantes. Aussi, le principe de justice interne au droit politique est-il explicité, indépendamment de tout droit établi, et conçu en termes de droits inaliénables toutes les fois qu'une loi peut être contestée au motif que la condition d'égalité n'est pas respectée. Chaque fois que l'égalité qui fonde la réciprocité du contrat est violée, l'ordre établi peut être critiqué et l'obligation d'obéissance est abolie. C'est cette extériorisation du principe de justice immanent au droit politique, à cause de sa propre mise en péril par l'ordre établi, que l'on peut nommer, avec Rousseau, les droits de l'humanité. Alors j'en viens à mon troisième point, la résistance au dépouillement de ces droits inaliénables. Rousseau montre que le principe de réciprocité ne peut être assuré que par le droit politique bien compris. Ce principe lui-même n'est juste que si les places sont symétriques et la réciprocité des rapports garantie par la communauté établie. Dans le cas contraire, il s'agit d'une duperie. Les uns se contraindront à des devoirs pour que les autres puissent, disons, mieux y échapper. Le consentement n'est légitime qu'à la condition d'une réciprocité réelle. Est ainsi invalidé tout contrat de soumission à un despote ou à un souverain absolu, mais aussi tout rapport de domination dans lesquels les uns se dépouilleraient de leurs droits à l'avantage exclusif des autres. La limite du consentement se situe là où ce qui est perdu ne peut être compensé ni restitué sous une autre forme par un quelconque moyen. Ainsi, tout contrat dépouillant une partie contractante de ce que l'autre partie s'approprie sans dédommagement possible est un accord inégalitaire et injuste. Dépouillement est le terme récurrent sous la plume de Rousseau pour désigner une réduction de soi à rien, un anéantissement de sa propre humanité, dans la mesure où on en est dépossédé de ce qui est insubstituable. Dans n'importe quelle convention, la condition ne peut jamais être égale lorsque l'on transfère à autrui ce dont la perte est irremplaçable. En substituant les droits de l'humanité aux droits de la nature, il s'agit ainsi de mettre l'accent sur la dignité et la liberté inhérentes à tout sujet humain. Tout consentement à une convention, pour être légitime, a lieu sur fond de reconnaissance réciproque de ce dont aucun être humain ne peut se dépouiller.
l'humanité des rapports dépend de ce qu'il y a d'identifiable ou de commun entre les êtres et auquel ils ne peuvent renoncer. Tel est le sens de l'égalité naturelle entre des individus par ailleurs inégaux en force ou en capacité. Tout être humain est l'égal d'un autre dans ce qui lui importe de façon primordiale, à savoir se maintenir dans l'existence et jouir de sa liberté. Aucun être humain n'est autorisé par nature à commander à un autre, tous sont également libres. On peut alors en déduire deux droits inaliénables, le droit à la conservation de soi et la liberté. Tandis que la stricte détermination des clauses du contrat politique suffit à garantir le respect des droits de chaque membre et n'impose par conséquent nul appel à l'empathie, les abus constants du pouvoir et les injustices de la société établie imposent au sujet moral de se préoccuper du sort de ceux dont les droits de l'humanité sont bafoués. Les droits de l'humanité supposent non seulement le droit de résister aux abus de pouvoir, mais aussi le droit de dénoncer les usurpations de ceux que Rousseau nomme les riches. Symétriquement, le contrat social légitime suppose que le peuple conserve toujours sa souveraineté et que les inégalités sociales et économiques ne menacent jamais la subsistance des plus démunis. Les ouvrages écrits ou projetés par Rousseau peuvent être conçus comme des instruments d'évaluation des sociétés établies au nom des droits inaliénables à la vie et à la liberté. À la fin du second discours, Rousseau projette un ouvrage qui, je cite, évaluerait les avantages et les inconvénients de tout gouvernement relativement aux droits de l'état de nature et dévoilerait les faces différentes sous lesquelles l'inégalité s'est montrée jusqu'à ce jour et pourra se montrer dans les siècles selon la nature des gouvernements et les révolutions que le temps y amènera nécessairement. Fin de citation. Dans son ouvrage « Émile ou de l'éducation », un résumé du contrat social est donné à son élève fictif afin qu'il lui serve d'étalon de mesure de la liberté politique des peuples européens. En ce sens, les œuvres rousseauistes peuvent être considérées comme des déclarations des droits de l'humanité. J'en viens à mon dernier point, les formes de résistance envisagées par Rousseau. Alors donc, que faire de ce refus de consentir à l'iniquité au nom des droits de l'humanité? Quoique l'héritage rousseauiste fut omniprésent chez les révolutionnaires français, la méfiance de l'auteur du contrat social à l'égard des soulèvements populaires, difficilement dissociable de l'esprit de faction, cette méfiance est connue. Rousseau envisage cependant, disons, au moins deux attitudes qui seraient contestatrices de l'ordre politique. L'une peut être définie comme une contestation, disons, de l'intérieur du système politique arbitraire. Émile, son élève fictif, va, je cite, jusqu'au pied du trône faire entendre la voix des infortunés. Son humanité tient à la fois au sentiment de ce qu'il y a de commun entre les êtres en rapport et à la reconnaissance de l'asymétrie injuste des situations dans lesquelles ils sont placés. Là où les riches dénient le droit à l'existence des misérables parce qu'ils ne les considèrent pas comme leurs semblables, le juste développement de la pitié s'adresse d'abord à ceux qui ne peuvent pourvoir à des besoins pourtant communs à tous. Je cite Rousseau, « L'estomac du riche n'est pas plus grand que celui du pauvre. » Rien ne justifie, fin de citation, rien ne justifie que la subsistance des uns soit menacée par le luxe des autres. Nous sommes tous semblables et unis par nos souffrances communes. La position d'Émile n'est cependant pas sans ambiguïté. En venant au secours des pauvres, il peut difficilement se défaire, disons, d'une attitude paternaliste. De plus,
son action contestatrice demeure dans les limites de la légalité imposée par le pouvoir absolu, ce qui risque en tout point d'être une contestation très limitée. La seconde attitude contestatrice correspond à celle qu'adopte Rousseau lui-même durant son exil. Contre les fauteurs de despotisme, il faut empêcher que les peuples ne soient dépouillés de leurs droits. Étant donné la tendance à l'abus de pouvoir de toute autorité établie et la tendance inévitable des lois à favoriser les possédants, le philosophe a le devoir de défendre la cause du peuple dans sa double acception politique et sociale. L'éthique du philosophe, nous dit Rousseau, engage nécessairement une critique sociale. Les gens qui parlent en public forment une classe consciente de ses intérêts, tandis que, nous dit Rousseau, les faibles ou le peuple sont victimes de la manipulation des charlatans, tels qu'il les appelle. Révéler la vérité, c'est aussi défendre la cause du peuple. Tel est le devoir du philosophe, éclairer le peuple sur les droits de l'humanité dont il est dépouillé, l'éclairer sur ses droits afin qu'il puisse les réclamer. Alors pour conclure, substituer la norme du droit politique à celle du droit naturel, c'est tenir pour indissociables deux idées. D'une part, seul le contrat social légitime est garant de droits véritables. D'autre part, ce contrat permet de concevoir des droits inviolables de l'individu et permet de fournir une norme externe aux droits établis. Les droits de l'humanité s'adossent à la reconnaissance réciproque de ce dont aucun être humain ne peut se dépouiller. Deux droits fondamentaux peuvent être alors déduits, celui de se maintenir dans l'existence et celui de jouir d'une égale liberté. En vertu du principe d'inaliénabilité de la liberté, Rousseau rend illégitime tout consentement à un gouvernement qui dépouillerait le peuple de son autonomie. En vertu de la loi de nécessité, il révoque toute appropriation privée qui rendrait impossible la subsistance d'une partie du peuple. La résistance aux abus de pouvoir, mais aussi aux usurpations des riches, peut alors être justifiée. Rousseau envisage deux attitudes contestatrices de l'ordre établi, l'une située de l'intérieur de la société, l'autre en exil. Ces deux manières de faire valoir les droits de l'humanité peuvent cependant peut-être apparaître limitées compte tenu des injustices dénoncées. Je vous remercie. Merci infiniment, Joëlle Cornel, c'était passionnant.